Si vous avez l'habitude de m'écouter, vous parler de vintage, d'histoire et de Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui vous allez être un peu dépaysé car le voyage que je vous propose vous transportera certes il y a bien longtemps, mais dans une galaxie très lointaine. Mais comme on ne se refait pas, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va quand même parler histoire et Seconde Guerre mondiale. Et avant ça, je vous souhaite une bonne vidéo. Le véhicule militaire dont je vais vous parler aujourd'hui est connu d'un bout à l'autre de la galaxie. La seule vision de sa silhouette inspire l'espoir aux personnes qui l'attendaient et la crainte à ses adversaires. Laissez-moi vous présenter le très célèbre T-65 X-Wing. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Pas besoin de vous faire un dessin, le X-Wing Starfighter, très facilement reconnaissable, tire son nom de ses ailes déployables qui prennent cette forme si caractéristique en forme de X lorsqu'il passe en position d'attaque. L'histoire de ce chasseur monoplace commence comme un projet top secret initié par la société Incom Corporation, fabricant bien connu de chasseurs, speeders et vaisseaux de transport. Avec une belle longévité, la boîte est leader sur le marché du vaisseau spatial depuis plus de 2000 ans, ce qui, avouons-le, impose un certain respect. Parmi leurs chasseurs emblématiques, en plus du X-Wing, ils ont également produit les différentes variantes du A-Wing et le chasseur ARC 170 qui s'est brillamment illustré lors de la guerre des clones. Travaillant de longue date avec la République lorsque celle-ci devient l'Empire Galactique, Incom continue de bosser avec son client. C'est pas un simple changement de statut qui va brouiller une bonne relation commerciale, non? Si? C'est après cette bascule politique que le X-Wing entre en développement. Mais face à la brutalité du nouveau régime, une partie des ingénieurs bossant sur le projet n'entendent pas livrer ce nouveau chasseur à l'Empire sans rien faire. Même si les dirigeants de la société sont assez passifs, voire complaisants avec les impériaux, la rumeur de la présence de sympathisants à la cause rebelle parmi les employés d'Incom finit par arriver jusqu'à l'empereur Palpatine lui-même. Et comme on pouvait s'y attendre, les actifs de la société seront confisqués en vue de placer la société sous la coupe directe de l'Empire. Cependant, les ingénieurs rebelles réussiront à prendre la fuite, emportant avec eux les plans, ainsi que 2 prototypes du tout nouvel appareil qui était à la base destiné à la flotte impériale, le X-Wing. En effet, l'Alliance rebelle avait cruellement besoin de matériel militaire. Parce que même si leur influence politique était assez grande, notamment au niveau du Sénat, niveau matos de combat opposés aux forces impériales, ce qu'ils avaient à leur disposition était totalement insuffisant. Quelques chasseurs bombardiers Y-Wings plutôt lents et des vieux Z-95 Headhunter peu armés et fragiles face aux chasseurs TIE. C'est donc grâce à ces ingénieurs que la rébellion prendra possession de son meilleur chasseur jusqu'ici. D'une maniabilité remarquable et d'une précision redoutable, il leur donnera un avantage décisif face à l'étoile de la mort lors de la bataille de Yavin. Mais ça, on va en reparler après. Par contre, bien que ce nouveau chasseur soit directement inspiré de son prédécesseur, le Z-95 Headhunter, et qui partage des caractéristiques de conception avec le chasseur ARC 170, l'Alliance rencontrera quelques difficultés lors de la production du vaisseau, en raison de la complexité de ses commandes et de la rareté des alliages nécessaires à la fabrication. Car oui, voler des plans, c'est une chose, mais avoir l'usine et les ressources pour fabriquer l'engin, c'en est une autre. Va falloir bricoler un peu les gars. Pouvant atteindre une vitesse de plus de 1000 km/h en atmosphère et 100 mGLT dans l'espace, il possède 4 moteurs de poussée fusibles 4L4 de conception Incom, chacun d'entre eux étant placé sur une des ailes de l'appareil. Aussi équipé d'un hyperpropulseur, comme c'est le cas sur d'autres vaisseaux de l'Alliance, c'est un avantage important face aux chasseurs TIE impérial qui ne possèdent pas un tel équipement. Une autre différence avec le TIE, c'est que le X-Wing possède des boucliers déflecteurs. Je sais pas vous, mais si je devais choisir un appareil, je me taperais pas la boîte de conserve de l'Empire. À croire que son seul avantage, c'était le nombre. On dirait que les clones étaient quand même mieux traités que les recrues impériales. Pour l'armement, le T-65 original possède 4 canons laser KX-9 à l'extrémité de ses ailes. Ces canons, développés par la société TIE Menbach, spécialiste des armes laser, pouvaient être utilisés individuellement, en couple ou encore les 4 à la fois. Je vois pas trop l'intérêt, mais s'ils y ont pensé, c'est que ça devait avoir une utilité quelconque. L'appareil est également équipé de 2 lanceurs de torpilles protoniques. Et petite parenthèse à ce propos, les torpilles à proton MG7, développées par le fabricant de munitions Krux, sont des armes nucléaires à la puissance dévastatrice et à la précision redoutable. C'est pourquoi elles restent réservées à des cibles importantes contre lesquelles les lasers sont inefficaces. Mais bon aussi, on va pas se mentir, elles coûtent un bras et c'est sûrement aussi pour ça qu'on les économise. Forcément, l'Alliance rebelle n'en possède que très peu. Contrairement à d'autres vaisseaux, comme la merguez de l'Empire, le X-Wing a l'avantage d'être totalement indépendant. Par indépendant, je veux dire décoller et se poser sans aide extérieure. Même si, en théorie, les TIE peuvent atterrir et reposer sur leurs panneaux latéraux, c'est pas trop conçu pour.
Quelque part, c'est un peu fait exprès pour que les pilotes impériaux soient dépendants de leur autorité supérieure. En pratique, ils décollent depuis des hangars spéciaux où ils sont rangés sur de grands racks. Et pour le pilote, il y a aussi une belle différence. Le X-Wing dispose, lui, d'une semaine d'autonomie dans l'espace avec air, eau et nourriture. Contrairement aux tailles, encore une fois, qui n'est même pas pressurisée, d'où les combinaisons spatiales et casques fermés de leurs pilotes. Les cookies, c'est bien, hein, mais faudrait penser à filer du meilleur matos aux recrues, ça les motiverait peut-être un peu plus. Dans le X-Wing, une soute dédiée contient également un nécessaire de survie pour le pilote dans le cas où il se retrouverait dans un environnement hostile ou isolé. Pour assurer les calculs d'hyperespace, le contrôle des dégâts, d'éventuelles réparations d'urgence et les opérations d'ajustement de vol, chaque X-Wing est équipé d'un droïde astromécano R2 embarqué. Décidément, il a vraiment tout pour plaire. Son seul défaut, je dirais, c'est que c'est pas un appareil à mettre entre toutes les mains. Bien qu'il soit équipé d'un système de vol très clair, avec des écrans très détaillés et que ses contrôles de base sont identiques à ceux du vaisseau civil TSS Skyhopper, le X-Wing reste dangereux pour un pilote non expérimenté en raison de sa très grande souplesse. Et je pense qu'on a assez bouffé de technique et qu'il est maintenant temps de parler des pilotes et des faits d'armes qui ont fait rentrer ce chasseur stellaire monoplace dans la légende. Le plus emblématique d'entre eux, on ne le présente plus, c'est Luke Skywalker. Depuis la ferme hydroponique de son oncle sur Tatooine, il se rêvait pilote et ne voulait qu'une chose, rentrer à l'Académie impériale de pilotage. Vous imaginez comme c'est cool, le gamin va pouvoir réaliser son rêve et devenir pilote de chasseur taille. Lol. Je vous passe les péripéties tant son histoire est connue, mais 2 droïdes bouleverseront son destin et il finira dans les rangs de l'Alliance rebelle. Bien qu'il n'ait suivi aucune formation militaire, il s'avère être un excellent pilote et ça tombe bien car l'Alliance en a besoin et il se trouve que ça urge un peu. Lors de sa première mission, Luke s'illustrera au sein de l'Escadron Rouge, une des plus célèbres escadrilles de l'Alliance rebelle lors de la bataille de Yavin. Lors de ce combat spatial historique, l'Escadron Rouge est composé de 12 X-Wing, menés par le commandant Garven Dreis. À leur côté, on trouvera les escadrons Or et Vert. Les pilotes rebelles font face à la station de combat orbitale DS-1 pour Death Star, étoile de la mort, première du nom. Une arme de destruction massive conçue par l'Empire prenant la forme d'une gigantesque sphère de la taille d'une lune. Elle est équipée de milliers de turbolasers, de batteries ioniques et de canons laser, de quoi repousser même les flottes de vaisseaux les plus conséquentes. Mais son arme la plus redoutable était bien entendu son super laser capable de détruire des planètes entières. Leur but est d'ailleurs de détruire Yavin 4 car c'est ici que sont basés les rebelles et quand je vous disais avant que ça urgeait un peu, c'est justement parce que l'étoile de la mort se met doucement mais sûrement en position de tir. Seul petit hic d'une arme aussi puissante, c'est qu'elle ne peut tirer qu'une seule fois toutes les 24 heures et ensuite fallait attendre le temps de rechargement. C'est peut-être utile de le savoir, mais pour que ça vous serve à quelque chose, faut encore qu'elle rate sa cible. En plus de tout ça, la station transporte plus d'1 million de soldats et des dizaines de milliers d'appareils de soutien. On va pas se mentir, présenté comme ça, autant se rendre tout de suite à l'Empire, hein, ça a l'air peine perdue. En plus, les mecs, ils viennent avec quoi, 30 chasseurs monoplaces? Mais les rebelles savent ce qu'ils font et de toute façon, ils n'ont pas le choix. L'étoile de la mort se met en place, c'est ça ou vous vous faites exploser avec votre lune. En possession des plans précédemment volés, ils connaissent le point faible de la station, son conduit d'aération qui mène au générateur principal. Le vol des plans est un autre fait d'armes de légende sur lequel je ne vais pas m'étendre ici, mais si vous ne connaissez pas son histoire, je vous encourage à la découvrir par vous-même. Maintenant, vous vous demandez sûrement quel débile d'ingénieur a installé le conduit de la clim de façon si maligne qui constitue un danger de réaction en chaîne qui pourrait faire péter toute la station. Eh ben non, c'est pas une erreur de conception, c'est une faille créée par Galen Erso, scientifique contraint de travailler sur le projet. En guise d'acte de résistance contre l'Empire, c'est cette petite modif cadeau qu'il laissera aux rebelles. Comme avec les mecs de chez Incom, moi je vous dis, les ingénieurs, vaut mieux les avoir de son côté. Les défenses de l'étoile de la mort sont conçues pour contrecarrer les attaques d'une flotte de vaisseaux d'une certaine taille, on est d'accord. Donc l'idée c'est d'envoyer des chasseurs monoplaces, leur maniabilité permet facilement d'esquiver les turbolasers, et ensuite on envoie des torpilles à protons dans le conduit d'aération, et paf, ça fait des chocs à pic. Lors du briefing de la mission, tout le monde se dit que ça va être compliqué, parce que la bouche d'aération en question, elle fait que 2 mètres de large. Sur une station de 160 km de diamètre, effectivement, ça fait petit. Mais Luke, il y croit et il pense qu'ils peuvent y arriver. De toute façon, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? À bord, les officiers de l'Empire et Dark Vador se rendent vite compte que les appareils rebelles, bien que peu nombreux, arrivent à passer entre leurs turbolasers. Ah merde, on n'avait pas pensé qu'on nous attaquerait avec des petits vaisseaux. Qu'à cela ne tienne, Dark Vador donne l'ordre d'envoyer la chasse, les redoutables TIE Fighters. Bon, j'ai fait que de vous dire que c'était de la merde jusqu'à maintenant. Ouais, effectivement, ça a pas mal de désavantages, c'est pas tout confort et équipé de toutes les options. Mais dans cet usage et cette bataille, et même en général, ils en restent pas moins redoutables.
Le Seigneur Vador participera d'ailleurs en personne à cette bataille à bord de son TIE Advanced X1 qui pour le coup est une version expérimentale qui a toutes les options pour en faire une boîte de conserve de grande qualité. Hyperpropulsion, bouclier déflecteur, tout ça, hein, n'est pas le boss qui veut. Et là, c'est le carnage. Les TIE abattront facilement un grand nombre de chasseurs rebelles. À ce stade de la bataille, à 1 minute du tir du super laser, les membres de l'escadron rouge ne sont plus que 3. Luke Skywalker, son ami d'enfance Biggs Darklighter et le lieutenant Wedge Antilles. Ils s'approchent de leur objectif. Biggs est abattu par Dark Vador lorsqu'il s'introduit dans la tranchée méridienne de l'étoile de la mort. Celui-ci tente également d'abattre Luke, mais il n'y parvient pas, car visiblement la force le protège et Vador le ressent. Normal, puisque c'est son père... Enfin, bref, il arrive enfin à le prendre dans son viseur, mais son tir touchera R2-D2 qui sera rendu hors service. Wedge est touché et forcé de quitter le combat. Luke se retrouve donc seul. La station est désormais en position de tir et le grand Moff Tarkin a donné l'ordre de mise à feu. C'est là qu'Han Solo, à bord du Faucon Millennium, arrive dans la bataille. Retour fracassant puisqu'au départ, le contrebandier a refusé de se joindre aux rebelles pour cette attaque, la qualifiant de suicidaire. Il a sûrement eu des remords. Ce renfort inespéré permettra à Luke, se fiant à la force et à son instinct, d'effectuer son tir de torpille, provoquant ainsi une réaction en chaîne qui fera exploser l'étoile de la mort, emportant avec elle l'intégralité de son personnel à bord, ce qui fait beaucoup de monde, dont des officiers prestigieux. Cet événement crucial est une humiliation pour l'Empire et un message d'espoir pour tous les peuples opprimés de la galaxie. Aussi puissant qu'il puisse paraître, pourrait-il être vaincu par des forces en apparence dérisoires ? Pour son exploit, Luke Skywalker sera décoré de la médaille de la bravoure lors de la cérémonie royale de remise des médailles qui s'est tenue au lendemain de la bataille dans le grand temple de Yavin 4. Après la bataille de Yavin, Luke Skywalker, Wedge Antilles et d'autres pilotes d'élite de X-Wing de l'Alliance rebelle formeront l'escadron Rogue. Menant à bien de nombreuses missions à haut risque, telles que la protection de convois, diverses opérations de sauvetage et d'assaut, ils étaient réputés pour arriver rapidement sur les terrains d'opération en plus d'être très efficaces. Participant à de nombreuses batailles, l'escadron s'illustrera notamment lors de la bataille de Hoth, où, même si c'est pas à bord des X-Wing cette fois, mais avec des Snowspeeders, qu'ils retiendront les quadripodes AT-AT de l'Empire, permettant aux rebelles de fuir la planète. C'est grâce au X-Wing que la première étoile de la mort a pu être détruite, et ce sera aussi grâce à cet appareil que la seconde le sera. En effet, après cette défaite humiliante, l'Empire décide de construire une seconde super station de combat orbitale, la DS2, Death Star 2. Ça n'a pas marché la première fois, alors on refait pareil, manquerait plus que quelqu'un repompe le concept un jour, faudrait être vraiment stupide. Plus grande, plus puissante, le projet démesuré de l'Empereur comporte cette fois un super laser qui n'a plus besoin de 24 heures pour se recharger, mais seulement quelques minutes. 15 000 turbolasers seront chargés de détruire les vaisseaux et les chasseurs, et cette fois, rien n'est laissé au hasard. J'imagine qu'ils ont aussi revu le système d'aération. Les travaux sont protégés par un puissant bouclier partant de la base impériale de la lune d'Endor. Ce bouclier doit être détruit, ce qui sera fait par un groupe de rebelles aidés des Ewoks, les habitants trop choupis d'Endor. L'attaque de la seconde étoile de la mort peut alors réellement commencer, et le héros cette fois ce sera Wedge Antilles, vétéran de la bataille de Yavin. Accompagné du Faucon Millennium et d'autres chasseurs, le X-Wing se dirige dans le tunnel qui mène au réacteur principal. Talonné par la flotte impériale, Wedge détruit le régulateur de la tour nord tandis que le Faucon s'attaque au réacteur. Les deux vaisseaux arrivent in extremis à sortir de la station inachevée avant que celle-ci n'explose. Ayant participé à plus de batailles que la plupart des pilotes de la galaxie, son courage et ses victoires feront de Wedge une légende vivante. Et si maintenant on s'intéressait de plus près à l'appareil qui est juste là? Il s'agit d'un T-65 X-Wing de l'escadron rouge, comme on peut le voir grâce à ses marquages. Les 3 bandes signifient qu'il s'agit de Rouge 3. Cet appareil n'a pas participé à la bataille de Yavin car il s'agit d'une réplique réalisée en hommage à son pilote, Biggs Darklighter, dernier pilote rebelle à avoir été abattu avant l'explosion de la première étoile de la mort. Ce chasseur est normalement présenté dans le musée de la Rébellion sur Coruscant et je les remercie de nous l'avoir prêté pour que je puisse réaliser cette vidéo. Biggs était un ami d'enfance de Luke qui a grandi sur Tatooine. Passionnés tous les deux par le pilotage et rêvant d'aller à l'Académie impériale, les deux amis allaient souvent faire des tours dans le canyon du Mendiant. L'endroit rêvé pour toutes les têtes brûlées en quête de sensations fortes. Biggs finira par rejoindre l'Académie où il fera la connaissance d'un agent infiltré de l'Alliance rebelle qu'il rejoindra. Et il retrouvera aussi Luke sur Yavin. Malheureusement pour lui, lorsqu'il n'était plus que 3 et que la fin de la bataille était proche, Biggs sera abattu par Dark Vador malgré ses manœuvres d'évitement.
Et comme je vous l'ai dit, c'est en la mémoire de son sacrifice durant une des batailles pivots de la guerre contre l'Empire que ce vaisseau témoin a été réalisé afin de ne jamais l'oublier. Bien après l'établissement de la Nouvelle République et pendant de nombreuses années, le X-Wing et ses variantes constamment améliorées resteront la composante principale des forces militaires du régime en place, preuve de sa polyvalence et de sa qualité. J'espère que vous avez aimé cette présentation et que la force soit avec vous. Attendez, partez pas tout de suite, c'est pas encore terminé. Comme promis en début de vidéo, il est temps de parler histoire et Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut pas croire, il y en a des choses à dire malgré le sujet de la vidéo. L'univers de Star Wars est truffé de références à cette période. Mais avant, je vous dois quand même une petite explication du comment je suis passée de faire des vidéos sur le P51 Mustang et le Corsair F4U à ça. Bon, déjà, parce que Star Wars c'est cool et que c'est une des sagas les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, ni plus ni moins. J'en vois déjà certains qui me diront qu'ils n'ont jamais vu ces films, bien que si vous êtes encore là, il y a quand même peu de chances que ce soit le cas, mais bon, on sait jamais. Coucou Ludo. Et plutôt que de me moquer de vous, moi je vous les conseille vraiment et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir cet univers d'une richesse incroyable. Par quoi commencer? Dans quel ordre regarder les films? Est-ce que les 7, 8, 9 méritent d'exister? Ouais, ça je vous laisse vous démerder, j'ai pas envie de risquer ma vie en donnant mon avis là-dessus. Donc l'idée de cette vidéo est partie d'un délire en convention, vous savez, là où je bosse. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus d'ailleurs si ça vous tente. Comme j'ai dit avant, Star Wars est un univers vraiment très riche avec beaucoup de choses à raconter, des tonnes d'œuvres diverses et variées, des films, des séries, des romans, des comics et à peu près toutes les sortes de produits dérivés possibles et imaginables jusqu'à la boîte à cookies. De l'Empire, forcément. Il y a plein de véhicules, tellement de personnages, tout est tellement détaillé que je me suis dit que ça serait marrant de traiter le sujet du X-Wing de la même manière que j'ai fait d'autres véhicules bien réels. Donc non seulement Star Wars est une saga culte, mais en plus c'est vintage. Le premier film est sorti en 1977, mais il faut aussi savoir que George Lucas s'est inspiré de beaucoup de choses. Le cinéma, avec entre autres les westerns, la culture japonaise, mais aussi l'histoire, que ce soit l'Antiquité ou les deux guerres mondiales. Ça vous intrigue un peu là, non? Et franchement, il y aurait tellement de trucs à dire que je vais juste me contenter ici de vous lâcher quelques anecdotes qui ont retenu mon attention. Si votre préféré n'y est pas, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Alors, par quoi on commence? Les costumes, tiens. Les militaires de l'Empire, leurs casquettes, leurs bottes, leurs pantalons à culottes de cheval, même les couleurs des uniformes, ça rappellerait pas un peu des uniformes allemands par hasard? Après tout, l'Empire est un régime totalitaire, donc pour qu'on soit bien sûr qu'ils aient la bonne gueule de méchants bien comme il faut, s'inspirer du Troisième Reich reste encore l'un des trucs les plus simples à faire. On peut également y trouver des inspirations des uniformes allemands de la Première Guerre mondiale, où je trouve d'ailleurs que la ressemblance est encore plus frappante. Et à propos de Première Guerre mondiale, vous savez comment s'appelaient les unités d'élite de l'armée impériale allemande à cette époque? Les Sturmtruppen. Oui, en anglais, ça se dit Stormtroopers. Les Sturmtruppen étaient des unités d'élite, une sorte de commando spécialisé dans des opérations d'infiltration et de raids sur des positions ennemies. Une fois enlisés dans les tranchées, les états-majors ont vite compris qu'il serait difficile d'en sortir par les techniques habituelles que la guerre offrait à l'époque. Et c'est pour cette raison qu'en 1915, de nouvelles tactiques de combat sont élaborées. Du côté de l'Empire allemand, c'est notamment le capitaine Willy Rohr qui s'en chargera. La technique consiste dans un premier temps à appuyer les squads par des armes lourdes et de l'artillerie de campagne. Les Sturmtruppen s'attaquent ensuite aux tranchées ennemies armées de grenades à main, de carabines et d'armes de poing, sans oublier diverses armes de mêlée pour taper fort et faire bien mal au corps à corps. Même s'ils n'ont pas changé l'issue du conflit, ces troupes d'assaut se montreront particulièrement efficaces et ont laissé un souvenir mémorable à ceux qui ont croisé leur chemin. C'est très certainement pourquoi George Lucas a repris leur nom pour les troupes d'élite de son empire galactique. D'ailleurs, c'est pour ces nouvelles unités que sera introduit en 1916 un nouveau casque de combat. Et le casque Stahlhelm n'est pas sans rappeler celui de Dark Vador. Car oui, si c'est bien connu que la tenue du seigneur Sith s'inspire des armures des samouraïs japonais, elle emprunte aussi un peu au célèbre Stahlhelm. Et si, avec l'évidence des costumes, certains auraient toujours pas compris que l'Empire est un régime totalitaire, ça se voit aussi dans la manière dont certaines scènes sont filmées. J'ai vu pas mal de sources dire que George Lucas se serait inspiré du travail de la cinéaste d'Hitler, Leni Riefenstahl. La seule chose qui me paraît bizarre avec cette affirmation, c'est que pour illustrer cette inspiration, c'est toujours la même scène qui est utilisée, celle de la remise des médailles après la bataille de Yavin. Elle serait directement inspirée de Triumph des Willens, le triomphe de la volonté, un film de propagande nazie de 1935. Du coup, ça me paraît étrange pour une scène mettant en scène les gentils de l'histoire, puisqu'elle célèbre les héros ayant détruit l'étoile de la mort, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure. En tout cas, j'ai pas trouvé de source sûre où George Lucas confirme vraiment cet aspect de son inspiration. Cependant, quand on met les images côte à côte, le parallèle est frappant et le talent de cinéaste de Riefenstahl mérite bien qu'on s'en inspire.
Car pour ce qui est de la représentation de l'Empire, clairement, il n'y a aucun doute. Même si on ne peut pas jouer à superposer les plans, ça ressemble bien aux images mettant en scène la force du Reich, notamment dans la façon de filmer la masse des troupes impériales. Pour les batailles spatiales, Lucas a par contre bien confirmé en interview s'être directement inspiré d'images d'archives réelles de batailles aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, ça se faisait pas mal dans les années 60-70 dans le cinéma de reprendre des images d'archives de dogfight et de les inclure dans le storyboard. Au moins comme ça, les mouvements des vaisseaux avaient le mérite d'être réalistes. Même en transposant l'action il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Lucas a également dit que la scène dans la tranchée de l'Étoile de la Mort était inspirée de l'opération Chastise, où les Dambusters, escadrilles de bombardiers britanniques, avaient pour mission de lâcher des bombes rebondissantes à un endroit précis afin de détruire des barrages allemands. Opération dont a été tiré un film Dambusters sorti en 1955. J'ai fait un short sur le sujet et je pense qu'un jour cette opération aura sa vidéo longue à elle toute seule. Abonnez-vous pour pas la rater quand elle sortira. Je sais que vous aimez bien le pan-pan, donc va falloir qu'on parle des armes dans Star Wars. Et là encore, la Seconde Guerre mondiale et les années 40 sont très présentes. Petit truc rigolo pour commencer, vous voyez le sabre laser de Luke, héritage de son père? C'est une arme noble d'une époque civilisée, comme dirait Obi-Wan Kenobi. Pour le créer, George Lucas ne s'est pas inspiré du sceptre d'Hermann Göring, ça aurait été drôle. Non, c'est un bricolage fait à partir du support de flash d'un appareil photo Graflex 4x5 des années 40. Ils ont collé des trucs dessus, genre des bandes adhésives et des composantes calculatrices de l'époque. Et voilà, les collectionneurs de matos photo en PLS, vu le prix que ça coûte aujourd'hui. Mais voilà, dans les années 70, les mecs de la prod, ils ont dû acheter ça au marché aux puces. D'après les infos que j'ai trouvées, ça aurait coûté dans les 20 $. Dans la collection marché aux puces, on a aussi les flingues. De vraies armes démilitarisées ont été utilisées dans le premier film. Le pistolet laser DL-44 utilisé par Han Solo est un Mauser C-96 modifié, tout comme le Merson de l'armée impériale. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un vieux gun, des pièces détachées diverses et un câble de téléphone. Le blaster E11 des Stormtroopers est quant à lui construit à partir d'un pistolet mitrailleur Sterling utilisé par l'armée britannique et développé en 1944. Il remplacera le célèbre Sten dans les années 50. Sinon, j'ai cru remarquer avec mes dernières vidéos que vous aimiez bien les avions. Donc si vous vous y connaissez un minimum, vous avez sûrement remarqué que le cockpit du Faucon Millennium est très proche de celui du B-29 Super Fortress. Ce bombardier américain est celui qui lâchera les 2 bombes atomiques sur le Japon en août 1945. J'aimerais bien, mais c'est pas de mal à veille que je vous ferai une vidéo dessus. Difficile d'en trouver un par chez nous. Le tas de ferraille rouillé d'Han Solo comporte également des tourelles inspirées de celles des B-17 Flying Fortress. Le dernier parallèle que je voulais faire avec la Seconde Guerre mondiale ne se trouve pas dans les films, mais dans une des séries récentes de l'univers étendu créée depuis le rachat de la franchise par Disney. L'excellente série Andor nous raconte l'oppression méthodique de l'Empire sur les peuples, mais aussi face à ça l'organisation et la mise en place de la rébellion. Dans la 2e saison qui vient de se terminer, une partie de cette oppression se passe sur la planète Gorman. Et ici, les références sont tout sauf subtiles. Les Gorman parlent leur langue locale et autant vous le dire, c'est du français de l'espace. D'ailleurs, les acteurs qui les jouent sont français et ça s'entend. Et question look, c'est pareil, ça fait très vieille France du futur selon moi. Nash Croc, Villanford, c'est le mousticor et le brave. Dalam bivek fikembro. Rylance, ten fikumos skube. Mo fik skube, na bibonan simnash dodalo. Ten mig me bord. Je pourrais continuer longtemps tellement il y a de choses à dire et de parallèles à tirer entre la Seconde Guerre mondiale et les films. En tout cas, une chose est sûre, si vous voulez créer un super univers de fiction, inspirez-vous de l'histoire. Si le sujet vous intéresse et même si vous êtes fan de Star Wars, vous vous demandez peut-être quand même où je suis allée chercher toutes les infos pour écrire cette vidéo, parce que je les sors pas de mon chapeau. Le seul truc que j'ai inventé, c'est le musée de la rébellion sur Coruscant et la repro de vaisseaux en hommage à Biggs, mais ça reste quand même assez crédible, non? Toutes les infos techniques et historiques, je les ai trouvées dans ces 2 bouquins, Ultimate Star Wars, un genre de bible ultime de la saga, et Star Wars, vaisseaux et engins, les plans secrets. Ça, c'est un livre carrément vintage puisqu'il date de 98. À l'intérieur, on trouve peut-être les plans parmi les plus complets qu'il est possible d'avoir des vaisseaux. Il y a aussi des annotations et des anecdotes super intéressantes. Bon, sinon pour le reste, bien évidemment, je suis allée fouiller sur Wikipédia, l'encyclopédie en ligne de Star Wars. Et bien sûr, je peux pas terminer cette vidéo sans quelques remerciements. Déjà, merci à Laurent, constructeur de cette dinguerie de X-Wing à taille réelle que vous avez pu voir dans cette vidéo. Merci aussi à Adrien Caron Props pour la tenue de pilote rebelle et au camping Le Moulin de Serre de nous avoir accueillis pour ce tournage. Vous pourrez voir le X-Wing chez eux encore pendant quelques mois, je vous mets toutes les infos en description. Cette fois, c'est vraiment la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.